en janvier 2008. Là, au fur et à mesure que les démocrates, et surtout qu'Obama a des chances de gagner et qu'il parle de réforme de santé, le titre chute. Je comprends que les autres titres ont chuté, mais ce n'est pas une entreprise financière. L'assurance santé, j'ai regardé les autres récessions, 81, etc., c'est relativement insensible. Ça ne chute pas comme ça. Ça, d'ailleurs, c'est l'élection d'Obama. Puis, ça remonte parce qu'on dit, écoutez, il est tellement pris par la récession, par la crise financière, etc., que ça va être remis au calendrier. Mais en février, il fait l'erreur. Enfin, il fait l'erreur. En février, il annonce qu'il y a une réforme de la santé avant la fin de l'été. Le chute retourne. Et là, ça s'enlise. Et là, ça s'enlise. Et là, les problèmes sont nombreux. La réforme, ça va, vous voyez le titre continue. On a déposé au Sénat une réforme, enfin, le petit comité du Sénat a déposé une réforme qui est très bien vue par les gens de l'industrie. Le titre a sauté de 5 monté de 5 dans la journée d'hier. Et ce n'est pas de petites mesures. À 60 $ l'entreprise, en janvier 2008, vaut 24 milliards. Les options du PDG valent 250 millions. En novembre, à 20 $, ces options valent 32 millions. Le titre de l'entreprise vaut 8 milliards. Et là, ça remonte tranquillement. En septembre, c'est rendu à 28. C'est rendu à 31 aujourd'hui. 69 millions. Donc, ça n'est pas. Et le programme de rémunération variable, il est exemplaire. Tous les experts de la gouvernance donneraient une cote A à ça. On demande ça de relier la performance, de relier la rémunération à la performance, des indicateurs quantitatifs de création de valeur, etc. Vous avez tout ce qu'il faut là-dedans. C'est parfait, absolument idéal. D'abord, one year shareholder return, rendement aux actionnaires pour 1 an. Croissance du bénéfice par action, ça aussi c'est quantitatif. Medical benefit ratio, ça, un beau néologisme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la variable la plus critique. Bien sûr, les deux premières sont critiques parce qu'elles sont financières, mais celle-là, c'est une mesure opérationnelle. C'est quel pourcentage des primes que l'on reçoit, que l'on verse aux gens qui ont été malades. Plus ce ratio-là baisse, plus le titre monte. Si un trimestre, je dis que mon medical benefit ratio a augmenté, le titre va chuter. Et parfois, dans le cas de Signal, il y a des cas d'une augmentation de quelques points, le titre a perdu 20 %. C'est la mesure de performance. Et donc, je dois non seulement bien faire, mais je dois aussi faire mieux que mes concurrents, parce que le rang, c'est par rapport aux concurrents dans l'industrie. Si j'arrive au dernier rang et que j'ai amélioré le bénéfice, ce n'est pas assez. Il faut que je l'améliore, mais mieux que mes concurrents. Et la croissance. Et donc, selon mes mesures à ce niveau-là, je vais obtenir un... Et comment je fais ça, augmenter? Ils le savent, ça fait partie du débat présentement. Comment je fais pour augmenter ça? Ben, vous voyez, la conférence, octobre 2007, je l'ai pris avant la réforme parce qu'il était plus... Maintenant, ils font attention. D'abord, ça commence toujours comme ça. Hein. Il n'y a pas un appel avec les analystes qui ne commence pas comme ça. C'est-à-dire, on est heureux de rapporter qu'on a augmenté de 15 % le bénéfice par action. C'est la première ligne de tous les appels conférences. Et Three Financial Metrics, et vous voyez, le Medical Benefit Ratio, on est très content, 78,6 % reflète les solid underwriting discipline. Ça aussi, c'est une phrase qui coule à la réalité suivante, c'est-à-dire qu'on choisit bien qui on va assurer. Vous qui êtes dans l'assurance, vous savez ce que c'est, underwriting, c'est on choisit bien qui on va assurer. Et on essaie d'éviter d'assurer ceux qui coûtent cher à assurer, etc. Donc, une logique que je me mets dans la peau de ces présidents d'entreprise, ces dirigeants d'entreprise, je la comprends. Je comprends fort bien que ce soit ainsi. La logique est... Et finalement, on termine toujours en disant, et puis, on s'attend à 15 % de croissance l'année prochaine encore. Parce qu'on sait que le titre dépend de ces engagements-là. On leur donne maintenant un guidance, 15 %. Et ça, c'est sa présentation récemment. Notre position, ça c'est Aetna, nous sommes bien positionnés pour Proactively Shaping Market-Based Solutions. Ça veut dire qu'on met bien de l'argent chez l'OBS qui sont en train de nous aider à façonner ces projets de loi-là. And we're well positioned to capitalize on opportunities to cover the uninsured. Bien sûr, le projet hier, 55 % dit oui, on va tous assurer, le gouvernement va subventionner les primes de tous les gens qui ne peuvent pas payer, on va les subventionner. Donc, effectivement, c'est extraordinaire pour les gens de l'industrie. A warped sort of capitalism.
Le modèle américain, il est né là, mais c'est exporté partout. C'est exporté non seulement aux entreprises, mais dans tout le système. Il fait plusieurs choses. Les entreprises sont propriétés de toute une série de fonds, beaucoup ayant des perspectives à court terme parce que eux-mêmes, ces fonds-là, ce qui est malheureux, ils ont des comptes à rendre annuellement au mieux. Et dans le cas des caisses de retraite, la pire invention qu'on puisse faire, on va même les mettre en rang. Premier décile, premier quartile. Comment ça qu'ils sont dans le premier quartile, premier décile, etc. C'est exactement comme un score à la bourse. C'est exactement comme le prix à la bourse. Donc, chacun est là en disant, oui, moi, théoriquement, mes fonds, c'est pour 10 ans que j'investis, mes besoins sont à long terme, etc. C'est le cas des caisses de retraite en général, mais pas si je vous mesure à chaque année, puis je vous compare, puis je vous mets sur la place publique, parce que vous n'avez pas scoré aussi bien que tel fonds là-bas ou tel autre fonds. Parce que ça, c'est extrêmement pernicieux. Bien sûr, une grande pression des vrais marchés, parce que je considère des vrais marchés de produits-services, une grande pression sur l'entreprise, gouvernée de façon fastidieuse par des indépendants, dirigée par une classe d'exécutifs qui est maintenant soudoyée par les options. Soudoyée par les options pour faire qu'une chose, travailler que pour un seul groupe, les gens qui sont à mes appels conférences et tous les investisseurs que je rencontre, tous les fonds que je rencontre, qui veulent que je crée de la valeur pour les actionnaires. Dis-moi comment tu vas créer de la valeur pour les actionnaire. Dis-moi comment tu vas créer de la valeur pour les actionnaire. C'est ça que je veux savoir. Rien d'autre, c'est ça que je veux savoir. Dis-moi comment. Et si je n'ai pas une bonne réponse à ça, si je ne suis pas articulé, comment je vais faire ça, finalement, ils sortent de là en disant, sell that, sell this company, there's nothing there. Et en plus de ça, évidemment, entouré par toutes sortes de fonds spéculatifs qui jouent toutes sortes de parties. Ça, maintenant, l'innovation financière, c'est aussi de jouer des games autour des entreprises, autour de sa dette, vous avez vu avec les CDS, etc. Et évidemment, autour de vendre à découvert, pas vendre long, vendre. Enfin, toute une série de. Et moi, je suis au cœur de ça comme dirigeant d'entreprise. Et si on ne comprend pas que le système fait que le dirigeant d'entreprise, dans ce type d'entreprise-là, heureusement, au Canada, on n'a pas tout à fait ça, puis au Québec non plus, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, des sectionnaires de contrôle qui peuvent, jusqu'à un certain point, dire, vous savez quoi, vous ne ferez pas pression sur moi et vous ne ferez pas vendre l'entreprise. Vous n'avez pas les moyens de me faire vendre l'entreprise. Vous pouvez bien amener des hedge funds tant que vous voudrez pour venir faire des pressions. Ils ne contrôleront jamais l'entreprise. Ils le savent d'ailleurs. Vous rentrez les hedge funds au Québec, ils ne sont jamais attaqués aux entreprises, Bombardier, CGI, etc. Ils savent bien que c'est une perte de temps. Ils ne perdent pas leur temps avec ça, ils perdent leur temps. Ils ne perdent pas leur temps. Ils agissent dans l'entreprise, ils savent qu'ils peuvent influencer les gens qui sont là. Moi, je pense qu'il faut valoriser des formes de propriété pour ramener un certain niveau de loyauté, d'engagement dans et autour, dans l'entreprise et autour de l'entreprise, certaines perspectives à la gestion et une considération des parties prenantes qui donnent à l'entreprise sa légitimité. Change the ownership structure of business, changer la structure de propriété des entreprises, changer la rémunération variable. J'y reviens. Augmenter la légitimité, la crédibilité de la gouvernance des entreprises. C'est un thème cher à l'Institut. Établir des limites à la latitude d'investissement des caisses de retraite. Rendre les conseils responsables de la richesse à long terme des entreprises. Donnez-leur le pouvoir de dire non. Ce qu'on n'a pas au Canada, ce que beaucoup d'États américains ont, ce qu'on n'a pas au Canada. Imposer une réciprocité, des règles de réciprocité aux investisseurs, aux foreign takeovers, aux prises de contrôle étrangères. Mais je pense que c'est important. L'hypothèse fondamentale de la démocratie d'entreprise, qui était des actionnaires qui sont là depuis un bon moment, qui détiennent leurs actions, qui vont les voter, etc., on l'a dit, maintenant, c'est transient share flippers, speculators and game players. Est-ce qu'on peut vraiment les considérer comme les propriétaires légitimes de l'entreprise publique? Les touristes ne votent pas, puis les parieurs ne sont pas propriétaires du casino. Essentiellement, quand on fait ça, c'est comme si les touristes avaient le droit de vote au Canada. Les touristes qui se donnent à être ici le jour de l'élection. Et c'est comme si les casinos, les gens qui vont au casino étaient propriétaires du casino. Nous avons proposé, je vous dis nous parce que c'est l'Institut, une période de détention